Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. T'as beau pas être beau, mon de cinglé, j'étais dans la peau, je t'aime. Il y en a qui dégainent la pétale. Et oui, Louis Chédid sur Sud Radio qui sort aujourd'hui, eh bien figurez-vous, son deuxième album. 22e, pardon, album. 22e, pardon, dans lequel effectivement il revisite ses plus grands succès, André Berkoff, et il le fait en piano-voix, donc avec Yvan Cassar. Et ce qui est formidable, parce que on les connaissait, toutes ces chansons, et quand on écoute, c'est vrai que j'adore ce côté cool, lounge de très grand luxe, lounge 5 étoiles. On est là, on est dans une espèce de petite ambiance, comme ça, de merveilleuse ambiance. On a le cocktail, le Moscow Mule à côté, et puis on entend Louis Chédid et Yvan Cassar, et c'est formidable. Et oui, c'est formidable, et effectivement, Louis Chédid nous fait l'honneur d'être donc notre invité sur Sud Radio jusqu'à 14h. Il est avec nous, donc on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. We're gods of the swing. We're gods of the swing. Swing. We're gods of the swing. Yeah. Swing. Swing. Gods of the swing. Yeah. Eh oui, effectivement, Louis Chédid qui nous fait le plaisir donc d'être notre invité sur Sud Radio jusqu'à 14h à l'occasion aujourd'hui de la sortie de son nouvel album intitulé En Noirs et Blanches qui vient de paraître donc chez Pias et dans lequel donc il reprend ses plus grands succès donc en piano-voix avec Yvan Cassar. Alors bonjour à vous Louis Chédid. Bonjour. Oui, bonjour Louis. Je parlerai aussi, on se connaît depuis... Ouais. Oh, allez, on a fait 14-18 ensemble. Oui, on a fait Verdun. Facile. On a fait la Résistance. Vous vous êtes rencontrés dans les tranchées, alors. Voilà. C'est ça. Non, mais vraiment, moi, ce que j'adore, c'est cette espèce de recir. Il se remet en question, voilà, et toutes ces chansons qu'on connaît tous, qui font partie maintenant du patrimoine, et puis qui continuent à composer, etc. C'est formidable, cette voix piano, comme ça, cool, vraiment. On a envie d'écouter, je vous dis, mettez chez Auditeur de Sud Radio, mettez-vous, prenez encore une fois un petit cocktail avant ou après le repas, et puis écoutez, laissez-vous, c'est un bain de jouvence. Et alors, Cassar, Louis Chédid, est-ce qu'on le connaît moins, bien sûr, il est chef d'orchestre, arrangeur, il a travaillé avec les plus grands aussi, Oui, absolument. Mais alors, votre amitié, enfin votre complicité date d'il y a longtemps? Elle existe depuis longtemps, on se tourne autour depuis très très longtemps. On a eu un projet commun qui n'a pas encore été au bout, de comédie musicale, mais qui ira au bout à un moment donné. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se croise, on se dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, voilà. Et puis, ensemble... Et puis un jour, l'occasion s'est présentée parce que le directeur de ma maison de disques Pias, Kenny Getz, a voulu faire une collection avec des artistes et juste piano-voix, si tu veux. C'était une espèce de fantasme. C'était son idée à lui. Et donc, il m'a proposé un jour d'été, l'été dernier d'ailleurs, il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour le faire? J'ai dit oui tout de suite, parce que pour moi, dès qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait, j'ai envie de le faire, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et que là, justement, je pouvais demander à Yvan de travailler avec moi, tu vois. Et j'ai appelé Yvan, je lui ai dit, voilà, il y a cette proposition, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit oui tout de suite. Et c'est vrai que c'est un orfèvre du piano, c'est-à-dire que déjà c'est un technicien hors pair, c'est-à-dire tu peux lui faire jouer n'importe quoi, il est vraiment au fait de la technicité du piano, mais en plus c'est quelqu'un qui cherche les sons, parce qu'en fait... oui, parce qu'effectivement, il faut le préciser, j'ai écouté donc tout l'album, les sons sont multiples. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Quelles ont été ces astuces justement pour obtenir ce résultat? Eh ben parce que si vous voulez, chaque piano est très différent. En fait, vous prenez deux Steinway B de la même marque, de la même classe, etc. Vous jouez sur les deux. Chacun a un son différent. Aucun piano ne ressemble à un autre. Comme deux guitares, c'est la même chose. Oui, comme les guitares, acoustiques, électriques, etc. Et comme tous les instruments, en fait. Et donc, lui, il est très, très au fait de ça. Et puis, les pianos, ça peut se préparer. C'est-à-dire... vous
pouvez mettre des feutres, un peu plus de feutres, etc. Ça sonne un peu différemment, tas de choses comme ça. Il est presque accordeur de piano. Ah lui. oui, Enfin, non, mais lui, il va très très loin dans le piano. D'ailleurs, quand on enregistrait dans le studio, c'était marrant parce que, je veux dire, il met des heures et des heures, et moi j'étais là avec mon bouquin, je relisais Monte Cristo avec bonheur, mais tu vois, mais voilà, il met beaucoup de temps à ça, et puis après, quand ça démarre, c'est génial. Et c'est vrai aussi, ça c'est important de le dire, c'est que on enregistrait vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que moi j'étais dans une cabine avec le micro. Il était dans une autre cabine à côté, on pouvait se voir, on se dit 2, 3, et puis on faisait 3, 4 prises comme ça, tu vois, en direct, voix et piano. Et puis c'est ça aussi qui donne, à mon avis, la chaleur du disque. Ah oui, effectivement, parce que votre voix, effectivement, on peut le dire, a gagné totalement en chaleur. Je vous propose effectivement d'écouter une de vos plus belles reprises. C'est votre premier succès. Écoutons-le. Plutôt que d'aller à l'école, je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Tchou, 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 tchou. Je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Je voudrais dire, il y a un truc extraordinaire là. C'est qu'il n'y a pas de batterie. On a l'impression, franchement, qu'il y a une basse. Mais non, en fait, cette chanson, elle date de 1977 et c'est effectivement l'époque des premières boîtes à rythme. Absolument, absolument. Et on a l'impression qu'il y a une boîte à rythme. Exactement. Et tu sais comment c'est fait. On a mis un micro sur la pédale de sustain. Tu sais, il y a ce qu'on appelle sur un piano, il y a un pédale de sustain. Et donc on a enregistré ça. C'est ça qui donne. C'est ça qui donne. Tout est fait avec le piano, quoi. Et oui, mais cette chanson donne une énergie incroyable. Et je dis aux éditeurs du Sud Radio quand même, ce n'est pas une chanson sur la fuite de Hassan Iskioussen, qu'on n'a toujours pas retrouvé. Non, il s'est fait la belle de 77. Justement, alors quelle est l'origine de cette chanson? Vous en souvenez? Comment vous savez, en fait, l'origine, elle est musicale, en fait, parce que c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'était les premières boîtes à rythme. Et moi, j'ai toujours adoré avoir des studios, avoir des logiciels maintenant. Enfin, je suis très au courant et encore aujourd'hui, j'adore ça. Je veux dire, tripatouiller la technologie en même temps que de faire des accords et tout. Simple. Et donc, c'était les premières boîtes à rythme et on m'avait amené cette boîte à rythme toute simple aujourd'hui, qui semble toute simple aujourd'hui, mais que beaucoup de gens qui font de la techno utilisent et recherchent, etc., et ont envie d'acheter. Il y avait des boutons. Il y a un bouton, il y avait marqué Bossa Nova, il y avait un bouton, il y avait marqué Rock, il y avait un bouton qui avait marqué ça. Et donc, j'avais appuyé sur ce bouton. Et il y a un rythme, donc... c'est ça qui vous a inspiré. C'est ça. Et tu vois, j'ai pris une guitare. J'ai pris une guitare, et puis ça a commencé, et puis alors comment expliquer ça? Tout d'un coup, il y a quelqu'un en haut qui vous dit, tiens, si tu disais je me suis fait la belle, qu'est-ce que t'en penses? Et je sais pas, c'est un truc comme ça, quoi. En tout cas, elle est très rythmée, ça a dû être un sacré challenge quand même pour l'adapter au piano. Moi qui je connais la musique, j'ai fait 15 ans de solfège et de musique, donc j'imagine le challenge que ça a dû être pour Ivan Cassar. Oui, c'est sûr. C'est justement sa force, c'est-à-dire qu'il est pianiste très, très doué, mais il est aussi arrangeur. Il a fait beaucoup d'arrangements pour plein de gens. Il dirige des grands orchestres de 80 personnes. Enfin, il est voilà. Et donc, quand il entend un morceau, et justement le choix des morceaux, ça a été en fonction de la. C'est vous deux. Oui. Tu vois, ça a été vraiment en fonction de la possibilité de l'adapter au piano. Il y a des chansons quand même qui sont tellement guitaristiques que c'est difficile. Mais bon, voilà. Alors d'autres chansons, effectivement. Donc après La Belle, effectivement, vous sortez en 78 T'as beau pas être beau, donc qu'on a écouté tout à l'heure sur Sud Radio, qui sera effectivement votre deuxième succès. Et 3 ans plus tard, vous sortez celle-ci. Sur la bande son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lion, une tortue, 3 mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Puis d'un homme, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Et oui, Louis Chédid, André. Juste un mot, Céline. C'est intéressant parce que là, il raconte une histoire. C'est un film. Et c'est un film. Mais il faut le rappeler quand même. Effectivement, votre premier
métier, c'était quand même le cinéma, absolument, c'est ça? Absolument. Ouais. Oui. J'ai fait des études de cinéma à Bruxelles. En fait, je voulais faire du cinéma au départ. Comme réalisateur. Oui, comme réalisateur. Ouais. Comme réalisateur. Je suis vraiment cinéphile. Je le suis toujours. J'adore le cinéma. C'est vraiment un art complet, quoi. Et donc, j'avais fait des études de cinéma à Bruxelles. Mais c'était assez trop technique, donc j'étais rentré à Paris et puis j'avais commencé à travailler dans le montage. Et parallèlement à ça, depuis longtemps, je gratouillais ma guitare et je faisais des petites mélodies et des choses comme ça. Et un jour, j'ai rencontré un directeur artistique qui m'a dit si vous voulez, je peux vous faire enregistrer un premier album. Je vais présenter des maquettes et j'ai découvert le bonheur et le côté passionnant d'enregistrer un disque, de travailler avec des musiciens. Tu te rappelles en quelle année ça? Ça, c'était en 72. 112, d'accord. Ah oui. Mais j'ai lu qu'en fait, que vous avez basculé du cinéma à la chanson. En fait, c'est Gainsbourg. Vous avez eu le déclic à travers une chanson de Gainsbourg. Ouais. Écoutons-la. Qu'est-ce que vous a apporté cette chanson de Gainsbourg? Vous savez, en fait, on était tous... en fait, on était très influencés, évidemment, dans les années 60. Nous, on est des enfants des années 60, les Souchon, les Jonas, les Jean Scheller et tout ça. On était très, très, très influencés par la musique anglo-saxonne parce qu'on s'est tout pris dans la figure. Les Beatles, les Stones, Ray Charles, enfin, j'en passe, les Kings, etc. Donc... en fait, pour nous, la chanson, la musique, c'était anglo-saxon. Et puis on trouvait, et puis la période en France, par exemple, les chanteurs français, il y avait évidemment les grands, mais de la génération d'avant, oui, les Brassens, tout ça, machin, Ferret. Mais les chanteurs, c'était l'époque yéyé, ce qu'on appelait l'époque yéyé. Il y avait beaucoup d'adaptations de chansons américaines ou anglaises, etc. Et c'est vrai qu'on trouvait pas notre compte là-dedans et on se disait ça doit être à cause de la langue et la première fois que j'ai entendu Be Initials BB, je me suis dit c'est dingue, le mec il arrive à faire sonner les mots en français comme on les entend en anglais. Et je me suis dit, alors, sûrement, il y a... Et Souchon, il dit la même chose. Hein. Il a été très, très, très précurseur, quoi. Oui. Et donc, après avoir découvert effectivement cette chanson de Gainsbourg, vous racontez que très vite, vous cassez votre tirelire pour acheter donc du matériel et enregistrer des maquettes. C'est ça, en quelque sorte. J'ai acheté un Revox, ça coûtait une fortune à l'époque. Et j'avais pas beaucoup d'argent, mais c'était un magnétophone bipistes. Enfin, il y avait 2 pistes dessus. On enregistrait sur la première piste, et puis ensuite, on écoutait la première piste en enregistrant sur la deuxième, et puis après, on revenait sur la première piste. Enfin, voilà. C'était un truc, on n'avait pas intérêt à se planter. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes premières maquettes. Et oui, et dans les années 70, en fait, vous réalisez tous vos albums vous-même, texte et musique? Oui. J'ai toujours... vous savez, c'est drôle parce que quand on commence à faire des disques, il y a toujours quelqu'un qui vous dit... j'aime bien la musique, mais votre texte, il est pas terrible. Faudrait que vous trouviez un auteur. Et puis, il y en a un autre qui vous dit juste 5 minutes après... J'adore vos paroles, mais la musique, je te jure, va pas. Moi, je l'ai vécu, ça. Et pourtant, quelle belle plume, Louis Chédid. Après... quel mélodiste. Après, moi, ce qui m'amusait, c'est de faire tout. Sans prétention, mais en tout cas, ce qui m'amusait, c'est d'être le créateur de ce que je faisais, quoi. Donc, et puis aussi de faire les arrangements, de travailler avec des musiciens, de leur dire j'aimerais bien que tu fasses ci ou ça, et qu'eux aussi amènent leur savoir et tout, et leur créativité. Mais voilà, pour moi, c'est un objet complet. D'ailleurs, toutes vos chansons, c'est musique et paroles. Oui, quasiment. Il y en a une seule que j'ai fait avec Souchon, qui s'appelle Rouler, rouler jeunesse. Mais voilà, mais sinon... Oui. Alors on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le cinéma vous a vraiment influencé et on le ressent dans vos chansons. La plupart sont conçues, je dirais, comme des petits courts-métrages, des nouvelles, des scénarios, c'est vrai. Quelles sont en fait vos principales sources d'inspiration dans l'écriture? Voilà, c'est votre vie, c'est l'actualité, c'est qu'est-ce qui vous inspire le plus? Pardon. Ce qui m'inspire le plus, c'est les gens, quoi. C'est-à-dire les gens qu'on rencontre, les gens qu'on croise.
peut-être qu'en ressortant d'ici, je vais faire une chanson sur Céline et André, je sais pas. Mais Je ferai les chœurs alors, parce que j'adorerais chanter. D'accord, C'était oui, mon oui. rêve quand j'étais gamine, j'ai pas réussi. Ben voilà, bon, voilà, on va tu auras faire un ça. job, là. Vous voyez, voilà, c'est une inspiration. Non, mais c'est la vie courante. Je suis un citoyen comme un autre. J'en prends plein la figure comme un autre, mais dans un sens négatif, mais aussi dans un sens positif, parce qu'il y a des tas de choses extrêmement positives. Heureusement, il n'y a pas que du négatif. Et tout ça, ça fait des chansons. Mais alors, savoir le comment du pourquoi. Là, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous dis, il y a quelqu'un au-dessus qui vous dit, tiens, si tu faisais un truc. Et vous vous comparez au chasseur de papillons. C'est Ouais. joli, j'ai aimé cette comparaison que vous avez faite dans une chanson. Ouais, c'est un peu ça, parce que c'est pas facile à attraper des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je m'empresse de dire que je ne chasse pas les papillons, que j'adore les papillons. Parce que certaines personnes qui m'ont dit, ah, c'est pas bien de faire une chanson sur les chasseurs de papillons. Ah oui. Mais Louis Chédid, ce qui est étonnant, vous comme d'autres, moi ce qui est fascinant quand même, c'est qu'est-ce qui fait, alors je voudrais que vous répondiez pour votre cas, mais on ne peut pas en faire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les chansons que vous faites, voilà, vous faites une parole, vous faites des musiques, et ça passe, non seulement ça passe dans le domaine public, au vrai sens du terme, les gens le reprennent, je me rappelle quand je vous ai vu à l'Olympia il y a quelques mois, tout le monde reprenait. Je veux dire que, à la limite, vous commencez une chanson, et qu'est-ce qui fait, c'est valable pour les grands, qu'est-ce qui fait que tout de suite, à votre avis, ça prend, les gens le prennent pour eux et l'intériorisent, quoi? Alors ça, vous savez, c'est un mystère. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une chanson passe d'une décennie à l'autre, etc. Je sais pas, parce qu'en fait, quand on fait des chansons, on se dit pas, tiens, je vais faire un truc qui dans 30 ans et sera encore là, etc. On sait pas du tout. C'est ça qui est beau, c'est que le public s'approprie ou pas les chansons. Et il y a certaines chansons qui les touchent plus que d'autres. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est une chanson que les gens utilisent, c'est peut-être pas un bon mot, mais pour les mariages, mais aussi pour les enterrements. Enfin, j'ai beaucoup de réactions là-dessus. Et voilà, c'est-à-dire que il faut toucher les gens. On est des passeurs d'émotions, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner envie de chanter ou de danser ou d'être ému ou même de pleurer. Enfin, je veux dire, on a droit à tout ça. Céline, on va l'entendre tout à l'heure. Hein. Exactement, on réécoutera cette si belle chanson de Louis Chédid dans un instant sur Sud Radio. Je le rappelle, Louis Chédid est avec nous jusqu'à 14h sur Sud Radio à l'occasion de la sortie de son nouvel album aujourd'hui chez Pias. À tout de suite, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre. Et oui, Louis Chédid sur Sud Radio qui revisite son répertoire en version piano-voix dans un très bel album qui vient de sortir donc ce jour chez Pias et qui s'intitule En noirs et blanches. Alors Louis Chédid, vous êtes issu d'une très grande famille d'intellectuels. Votre maman était une très grande poétesse, écrivaine. Son œuvre a été saluée dans le monde entier. Votre papa était un grand chercheur de renommée internationale. Quel rôle ont-ils joué dans votre carrière ? Alors, ou dans votre choix de carrière. Dans votre choix de carrière. Ma mère, c'est évident, si vous voulez. Quand j'étais petit, je la vois. Moi, j'allais à l'école, je me levais à 7h et j'ai pas trop aimé l'école, donc c'était vraiment un pain somme. Et je la voyais se réveiller le matin, prendre son petit déjeuner, se remettre au lit et mettre sa machine à écrire sur une table comme ça. Et elle commençait à taper et je me disais, mais c'est quoi ce métier extraordinaire? Elle se réveille, elle prend son petit déj et elle se recouche. Et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, moi, je veux faire ça quand je serai plus grand, parce que voilà. Et ça a commencé comme ça. Par le goût de la liberté. Oui, le goût de la liberté, de sortir un peu de la convention de l'école, d'être obligé de
faire ceci, cela, etc. Et puis ensuite, bon, à l'âge de 12 ans, je me suis dit que j'allais être artiste, mais je savais pas du tout. Vraiment, j'ai essayé un peu de peinture, j'ai essayé un peu de photographie, j'ai essayé du cinéma, la musique, j'ai essayé plein de trucs. Et puis les choses se sont dessinées. Et puis je me suis rendu compte que c'est du boulot quand même. C'est pas. Et oui, surtout que vous êtes autodidacte. Vous avez appris tout seul à jouer de la guitare à 13-14 ans, c'est ça ? Absolument, parce que j'avais une grande sœur qui a pris les cours de piano quand elle était petite et qui a souffert le martyre parce qu'elle est tombée sur une prof absolument horrible et qui lui apprenait le solfège, les doigts, elle tapait sur les doigts, enfin bon, un truc à transe. Et donc mes parents ont dit on va pas infliger ça au petit, donc il fera pas de... Mais heureusement, d'une certaine manière, parce que je pense que peut-être que si j'étais tombé sur une prof comme ça, j'aurais jamais fait de musique de ma vie, quoi. Donc, ah oui, à ce point-là. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce que moi j'ai connu les parents. D'abord, je voudrais dire un mot d'André Chédid, qui est une immense poétesse, qui est vraiment, je l'ai connue. Juste rapidement, j'étais un journal qui s'appelait Jeune Afrique et je suis allé l'interviewer et on est devenus vraiment proches. Et Louis Selim, qui est grand biologiste aussi. Et cette femme, vraiment, je le dis parce que c'est une femme extraordinaire, une poétesse de très grand talent. D'ailleurs, j'invite vraiment les auditeurs à lire ses livres. Pour ceux qui aiment la poésie, c'est magnifique. C'est une des grandes de la poésie contemporaine. Et je dois dire que donc, j'allais boulevard Saint-Germain. Plusieurs fois, j'ai dîné avec eux. Et puis, il y avait Louis, et il y avait sa sœur. Michel, absolument. Et je raconte une histoire, parce que, à mon avis, Louis ne doit pas s'en rappeler. Ouais. Et un jour, on allait dîner, et on était sortis, et on était rue Mouffetard. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Louis, on va se tutoyer, parce qu'on va passer une histoire. Bien sûr. Et tu m'as dit, ah ouais, moi je chante tout ça. Et nous sommes allés. Mais bien sûr, je m'en rappelle. Le bateau ivre, tu te rappelles du bateau ivre ? Je m'en rappelle. Ah, tu te rappelles ? Mais bien sûr. Où je me rappelle, je lui disais, écoute, vas-y. Et il me disait, ah non, je peux pas. Et je suis allé voir le patron. Je me rappelle toujours, j'ai dit, écoutez, il y a un ami qui est là, on a quelques années différentes. Ah, tu te rappelles du bateau ivre ? Mais bien sûr. Rue Mouffetard. Et il y avait un comédien d'ailleurs, très gentil, mais qui était un peu à la mode à l'époque, qui m'avait dit ouais, c'est pas mal, mais faut travailler, etc. Oui. Et oui, mais je m'en souviens très bien. Non, parce que je me rappelle, c'était marrant, tu les ai pas dit, non, tu vas pas, ils vont je lui dis, mais vas-y, attends, c'est un petit cabaret, vas-y. Et non, mais je me rappelle que le patron, il avait apprécié. Ah ouais, quand même, c'est pas mal, pas mal. Et je me rappelle de ça. Je devais être tellement tétanisé que... Ah oui, mais ça, je m'en souviens très bien. C'était à la Contrescarpe. À la Contrescarpe, voilà, exactement. Bateau Ivre, c'était un une espèce de cabaret qui marchait assez fort. Ouais, qui marchait très bien à l'époque. Assez rive gauche. Et c'est drôle parce que voilà ce que c'est. Et donc c'est au Bateau Ivre que vous avez fait donc votre première scène. Alors non, ma première scène, c'est pire que ça. Non, parce que j'avais peur. Hein. J'avais passé une audition parce que Mireille, la grande chanteuse Mireille, couchée dans le foin, etc. Ouais. Elle faisait des auditions à la maison de la radio d'ailleurs, et on passait les uns après les autres. On était dans un grand amphithéâtre et puis elle disait bon. Monsieur Chédid, et moi j'étais avec un copain, j'avais 15 ans, quoi, un truc comme ça. Et en fait, j'étais passé et au bout de, je dirais, pour être gentil, même pas 30 secondes, elle avait dit bon, merci. et j'étais reparti. C'est frustrant, j'imagine. Et franchement, elle avait raison, parce que je veux dire, c'était un peu n'importe quoi, sûrement. Mais voilà. Et ça, c'était la première fois que je suis passé en public, un peu. Ah oui. Alors, Louis Chédid, on le sait, aujourd'hui vous êtes à la tête, on peut le dire, d'une dynastie d'artistes. Ouais. Est-ce que vous les avez poussés ou pas à faire une carrière artistique ? Pas du tout. Mathieu, tout le monde, pas du tout. Ah, pas du tout, mais alors vraiment pas. Ouais. Après, bon, il y a le mimétisme. C'est comme moi, quand je voyais ma mère écrire, je me disais, c'est formidable. Je voyais ses manuscrits, tu sais, enfin, tu les as vus, où elle raturait tout, elle me faisait des couleurs différentes, je trouve ça merveilleux. Et donc, ça m'a donné envie. Mais je pense donc que je leur ai donné envie, sûrement, étant donné que je travaillais dans un studio, que dans mon studio était à la maison. Le studio était à la maison, j'avais mes guitares, mes machins, mes trucs. Mais après, jamais je leur ai dit il faut qu'ils fassent de la musique. Comme ça arrive, hein, j'ai des copains comme ça, leurs parents leur ont dit
tu feras de la musique, on s'en fout que tu aies des mauvaises notes à l'école, tu feras de la musique, parce que le père avait un fantasme là-dessus, et ils sont devenus d'ailleurs très bons musiciens. Mais non. Mathieu, par exemple, il s'est mis à la guitare à un moment donné, vers 12-13 ans, et il s'est mis à gratter, et plus ça allait, plus il était bon, quoi. Je voyais... et donc j'ai attendu quand même qu'il ait 20 ans, pour le faire, pour le mettre sur un disque que je faisais qui s'appelait Ces mots sont pour toi. Mais voilà, il fallait, enfin bon. Et Anna, c'est pareil, elle s'y est mise toute seule. Elle a fait du chant lyrique d'abord, et puis ensuite elle a pris le piano. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous travaillez en tribu en quelque sorte. Ouais, on a eu la chance. On a la chance de s'entendre bien et de s'aimer beaucoup, et puis en plus de ça d'avoir ce truc en plus qui est la musique, quoi. Donc à un moment donné on s'est dit qu'on était prêts à faire quelque chose tous ensemble. Et oui, et cet album, vous l'avez sorti en 2015. Je conseille à tous les auditeurs de Sud Radio d'écouter cet album familial qui est vraiment extraordinaire. Louis Chédid, je vous propose d'écouter tout de suite sur Sud Radio l'un de vos plus grands succès que vous revisitez donc dans l'album que vous sortez aujourd'hui donc chez Pias et qui s'intitule En noir et blanche. Écoutons cette chanson. J'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar. Sale qu'un phare, Alma Sorin. En écrivant ton journal du fond de ton placard, Alma Sorin. Tu pensais qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gamme et bottes à clous et toute la panoplie. Et oui, Anne Masseren, Louis Chédid sur Sud Radio. Vous avez sorti cette chanson en 1985. Cette chanson vous a été inspirée donc par Anne Frank. Vous l'avez sortie à l'époque pour dénoncer, c'est ça, la montée de l'extrême droite? Oui, absolument. Quand j'étais ado, je veux dire, l'extrême droite en France, c'était Tixier-Vignancourt et un avocat comme ça, et ça représentait 0,1%. Et les gens rasaient les murs, etc. Enfin, les gens se cachaient et tout ça. Et c'est vrai que dans les années 80, bizarrement dans les années 80... les années Mitterrand, oui. Comme par hasard. Et on a rouvert la porte, quoi, ça c'est clair et net. Donc ils sont remontés, et moi je trouvais ça absolument... épouvantable, et donc j'ai fait cette chanson mais c'est par rapport à Anne Frank en fait. Ah oui, c'est Anne Masseren, c'est Anne Frank, parce que j'avais lu le journal d'Anne Frank, tu vois, quand j'avais 12-13 ans, et j'avoue que j'en revenais pas de lire ça, parce que enfin je sais pas comment ça a été pour toi, mais les adultes parlaient pas trop de la guerre et tout ça, et voilà, enfin c'était quelque chose, et tout d'un coup tu te retrouves devant de te dire, mais il s'est passé des choses comme ça il y a si peu de temps, etc. Et le journal d'Anne Frank, c'est très 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 bouleversant, quoi. Vous avez mis du temps à l'écrire cette chanson, oui, à la composer? J'ai mis beaucoup de temps, parce que je voulais absolument pas qu'elle soit ratée, et je voulais, je préférais rien faire plutôt que de faire quelque chose qui puisse servir le camp adverse. Et donc vraiment j'ai mis 3 ans. Ouais. Pour la faire. Ah oui, incroyable. Ouais. Alors 37 ans après, effectivement, on peut dire que cette chanson, effectivement, elle est toujours d'actualité. Est-ce que ça vous inquiète? Oh oui, quand même. Hein, je veux dire, c'est sûr que tous les extrémismes. Hein, je veux dire, moi, je suis pas particulièrement. Je veux dire, tous les fanatismes, tous les fanatismes. Voilà, tous les intégristes, toutes les. Voilà. Et c'est vrai que en ce moment, on peut pas dire qu'on est une classe politique qui soit d'une grande grandeur, disons, je trouve. Et donc il y a beaucoup de médiocrité, de laisser aller, de girouettes, de choses comme ça. Et voilà, oui, c'est ça que je trouve c'est inquiétant. Oui. Et le plus inquiétant, je crois que c'est le plus dangereux, c'est la médiocrité. Oui. Parce que la médiocrité
permet de tout faire passer. Tu sais, c'est Einstein qui disait le pire c'est pas les malfaiteurs ou les salauds, le pire c'est ceux qui laissent faire. Exactement. Non, mais c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que en ce moment, ouais. Et puis, dans tous les pays du monde, les extrêmes. Tu n'as pas fait montent. tellement de chansons politiques ou engagées, c'est pas. Non. Mais là, si tu veux, en fait, j'ai fait des chansons comme le cha-cha de l'insécurité ou des choses comme ça, qui est très actuel aussi aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de l'insécurité, d'avoir peur de tout, machin, etc. La peur règne justement. C'est une arme politique formidable, la peur, quoi. Je veux dire. Clair. Le management par la peur, ça marche. Ouais, de foutre la trouille aux gens, oui, ça c'est connu. Enfin, c'est pas nouveau en plus. C'est Machiavel, c'est voilà. Mais là, on y est en plein et voilà. Et je suis un citoyen comme les autres qui a la seule différence, c'est que j'ai la possibilité de le dire un peu tout haut, ce que beaucoup de gens pensent tout bas, et je m'en prive pas quand j'ai envie de le faire. Voilà. Est-ce qu'en 50 ans de carrière, parce que vous fêtez donc vos 50 ans de carrière en novembre prochain, est-ce qu'il vous est arrivé parfois de vous auto-censurer dans certains textes ? Non, sûrement pas, non. Non, vous savez, c'est les choses. Moi, ce qui me plaît là-dedans, on parlait de liberté tout à l'heure, c'est justement ça, c'est de pouvoir dire exactement au moment où ça vous arrive dans la tête. Parfois, vous dites des choses qui sont inintéressantes aussi, ou pas à la hauteur, et dans ces cas-là, vous les publiez pas, ou les voilà. Mais en tout cas, les chansons, c'est des espèces de cris du cœur, quoi. C'est vraiment, ça sort comme ça, et puis parfois c'est nul, parce que je veux dire, mais parfois les chansons qui sont nulles, ça vous sert à faire la bonne chanson. Voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est vive l'échec quand il permet la réussite. L'échec. Ah oui, vive l'échec. Moi, l'échec, ça a toujours été très positif. Absolument. Alors dans votre album, il y a un inédit, 15 titres, et notamment un inédit. Oui. Écoutons-le tout de suite. Je me sentais si seul sans vous, un peu comme un deuil, un manque de tout, plus personne dans ma rue, les sourires disparus, lorsque l'on était chez les fous, je vous l'avoue. On était chez les fous pendant le confinement. Hein. Oui. Et oui, Céline. effectivement, cette chanson, vous l'avez écrite pendant le premier confinement. Comment vous avez vécu cette période ? Alors, moi, je l'ai bien vécu, parce que j'étais à la campagne, et je veux dire, je peux pas oui, voilà, dès que j'ai su qu'il y avait confinement, je suis parti en vitesse pour pas rester à Paris, parce que bon... moi, je l'ai bien vécu, mais au niveau artistique, je venais de sortir un disque, et on partait en tournée, en fait, le 15 mars, la tournée démarrait, on avait répété depuis 3 semaines, etc. Et puis on fêtait ça, c'était le 13 mars, donc comme tout le monde, on a appris qu'on n'avait plus le droit de sortir de chez soi, etc. Bon, et qu'en plus on était non essentiel. Alors ça, c'était la cerise sur le gâteau. Alors ce terme, comment vous l'avez perçu ? Est-ce que ça vous a dérangé, blessé en tant qu'artiste ? Très mal perçu. Mais je suis pas le seul. Hein. Je veux dire, je trouve ça mais incroyable, quoi. Je veux dire, d'avoir des ministres... séparer entre les essentiels et les non essentiels. Oui, mais ça veut rien dire. Alors, et en plus de ça, pendant la période de confinement, qu'ont fait les gens, c'est de regarder des films, de lire des livres, d'écouter de la musique. Donc, on peut pas dire qu'on est non essentiel. Mais enfin bon, après, je comprends que c'est... Le sucre, il faut en avoir, et on peut se passer d'écouter un disque, mais en fait, c'est pas ça. Voilà, c'est une nourriture quand même. L'artistique est quand même une nourriture, et les gens en ont besoin. Et d'ailleurs, on a bien vu que quand c'est reparti, les gens ils sont revenus, et ça leur faisait du bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, parce que c'est vrai que c'était une vraie frustration, quoi, de plus pouvoir. C'est même pas.
c'est de plus pouvoir qu'on vous interdise de faire ce que vous aimez le plus faire. Ben, c'est quelque chose. Alors bon, après il y a des raisons sûrement, des trucs, des machins. Et puis tout le monde a été dépassé. Je peux comprendre. On peut aussi se poser la question, Louis, si c'était pas le management par la peur. Absolument. Un des chapitres. Absolument. Non, mais je te dis, moi je pense beaucoup que la peur est une façon de sortir. Pour certaines personnes, de sortir justement de la peur d'un marasme social, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est clair. Louis Chédid, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec André Berkoff et on va continuer d'écouter quelques titres de votre album, donc En Noirs et Blanches, qui sort aujourd'hui chez Pias. À tout de suite sur Sud Radio. Un lièvre, une tortue, 3 mousquetaires et plus tard. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, Qu'on s'enlace. main dans la main, face à face. Louis Chédid sur Sud Radio qui sort aujourd'hui bien En Noir et Blanche chez Pias, son nouvel album dans lequel il revisite bien ses grands classiques. Un nouvel album, Louis Chédid, est toujours un nouveau départ? Ah oui, absolument. Vous savez, en fait, il y a des gens qui vous disent vous n'avez plus rien à prouver au bout d'autant de disques et tout ça, machin. C'est le contraire, quoi. Plus ça va, plus la barre est haute, parce que vous avez fait des trucs qui ont marqué les gens, etc., des chansons et tout. Et donc, plus ça va et plus la barre est haute. Et plus faut remettre tout en question. Pour moi, ce disque-là fait partie des disques sur lesquels j'ai mis un maximum de travail, d'investissement, et le prochain encore plus. Parce que, voilà, il faut faire des choses qui... J'ai pas envie d'être juste de vivre à cause de mon catalogue et voilà, j'ai envie d'avoir des chansons. Vous n'avez pas envie de vivre de vos rentes. Voilà, exactement. Exactement. Et j'ai envie de faire des choses qui soient actuelles. Et justement, cette chanson-là que vous venez de passer, elle date d'il y a 2 ans, quoi. Et les gens la chantent, comme tu disais, la chantent en scène avec moi et tout. Ils la connaissent par cœur et ça me fait vraiment plaisir. Alors on l'a dit tout à l'heure sur Sud Radio, effectivement en novembre, eh bien vous allez fêter vos 50 ans de carrière. Ouais. Avec Alain Souchon et Laurent Voulzy, vous êtes très peu à avoir duré. Comment vous expliquez justement cette longévité? Je l'explique pas. C'est vraiment quelque chose de tout à fait... incontrôlable, enfin c'est comme ça, c'est vraiment quelque chose qui vous arrive ou qui vous arrive pas. Il y avait plein de personnes au départ, dans les années 70, qui étaient au départ, qui étaient même beaucoup plus vendeurs que nous, qui faisaient, voilà, et puis malheureusement ils ont pas traversé les... Et nous, sûrement parce qu'on a fait des bonnes chansons, voilà, de temps en temps. Et vous avez continué à en faire. Et voilà. Non, c'est ça. Mais la longévité, je crois que c'est vraiment quelque chose, alors là, qui dépasse tout le monde. Jamais, j'aurais dit en 73, dans 50 ans, vous me verrez encore en train de faire le zigoto sur scène. Pas du tout. Oui, surtout que vous avez été longtemps persuadé que vous ne dépasseriez jamais 33 ans l'âge du Christ. Hein. Exactement. C'est ça. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que tu sais, c'est espèce tu pensais vraiment qu'à 33 ans, c'était fini, quoi. Moi, dans mes potes, on était beaucoup à penser ça, que le 33 ans, c'était vraiment, tu sais, la mort du Christ, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même une date butoir. Et d'ailleurs, le jour de mes 33 ans, je raconte ça, je me suis assis et j'ai attendu que ça se passe. Et le lendemain, j'avais donc... Tu l'as pas fêté. Tu l'as pas fêté, tes 33 ans. J'étais devant un feu de bois et j'attendais, je me disais, c'est peut-être maintenant. Aujourd'hui. Et puis donc, minuit a sonné, enfin minuit 1, et je me suis dit, moi j'ai 34, c'est bon. Voilà. Vous avez remercié le ciel, j'imagine. J'ai remercié le ciel, ouais, ça c'est vrai. Vous avez eu une éducation religieuse enfant? Oui, absolument. J'étais dans une école de curé, à l'école Bossuet, et qui était rue Guilmer, en face du Luxembourg. Et oui, j'ai servi la messe, j'ai été petit chanteur à la Croix de Bois, j'ai fait la totale.
ouais, j'ai fait Puis après, j'ai un peu lâché l'histoire. Quand vous avez découvert que vous aviez une très belle voix, déjà petit, on vous le disait, quand vous étiez chanteur? Alors, quand j'étais petit chanteur à la Croix de Bois, j'avais été... évidemment, j'avais la voix perchée, enfin, d'un enfant. Et donc, j'avais été un peu soliste j'étais très fier. Et donc, c'était les premiers spectacles et tout ça. Ben après, j'ai jamais pensé que j'avais une belle voix, hein, mais ce qui me... Et d'ailleurs, je pense pas que j'ai une belle voix, mais ce qui me plaît, c'est de faire un ensemble, quoi, de musique, paroles, raconter des choses, voilà. Oui. Alors, selon vous, est-ce que le rap est l'avenir de la chanson française? Comme l'a dit François Hollande, c'était en 2020 dans une interview à Combini. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Ah. Il a dit tellement de choses, voilà, avec une espèce d'intelligence et de... Et d'opportunisme. Non, mais parce qu'il y a deux grands rappeurs, Eminem et François Hollande. Oui, c'est vrai. Et on ne sait plus qui rappe le mieux. Mais quel regard aujourd'hui portez-vous sur la chanson française, justement? Moi, vous savez, je trouve que la chanson française, c'est une chanson très... On dit la variété, ce qu'on appelle la variété. Et je trouve que la musique et la chanson et le rap et l'urbain, il y a tellement de choses différentes. Justement, c'est cette variété-là qui existe très peu dans les autres pays. Et par exemple, il y a des musiciens de studio français, vous leur dites de jouer un tango, ils vous font un tango, vous leur dites de jouer du rock, ils vous font du rock. Enfin, il y a une espèce de largeur dans la musique en France. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça. C'est-à-dire que les musiciens français s'adaptent bien et sont capables de faire des choses très différentes. Oui, absolument. Ouais. Ils sont ouverts et puis les musiciens anglais ou américains, ils ont écouté très peu de français, à mon avis. C'est clair. Tu vois? Tandis que nous, on a écouté aussi bien des Français que des Américains, que des Brésiliens, que des... Voilà. D'ailleurs, il y a très peu de Français. Il y a les Riti Matsuko, les Gypsy Kings qui ont un peu percé d'étrangers, mais bien sûr. C'est vrai que c'est très spécifique, nous, enfin. Oui, bien sûr. Mais on est dans un pays littéraire, donc le texte est très important. Les chanteurs dits un peu intellectuel ou ça existe, quoi. Je veux dire, c'est vrai que les mots sont très importants, ce qu'on raconte, c'est très important. Dans les chansons anglo-saxonnes, en général, c'est I love you, et puis c'est génial, hein. Moi, j'adore. Mais si on écoute les paroles de Strangers in the Night, voilà, exactement, oui, c'est ça. Mais nous, ça va plus loin, quoi. Il y a avec le temps de Léo Ferré, il y en a plein des chansons. Louis Chédid, merci d'être venu sur Sud Radio. C'est moi, c'est un plaisir. Merci d'être venu, d'avoir été notre invité jusqu'à 14h. Vous serez en tournée donc dans toute la France à partir du 5 octobre avec Yvan Cassard. Première date à Lille. Vous retrouverez effectivement toutes les dates sur Internet. Un petit conseil pour ce week-end, auditeur de Sud Radio, si vous êtes dans le Lot-et-Garonne et que vous aimez particulièrement le jazz, ne ratez pas un festival extraordinaire, l'Albret Jazz Festival, qui commence aujourd'hui à Nérac exactement. Il se termine dimanche. Les artistes Ben, l'Oncle Soul, Electro Deluxe et Delgrès s'y produiront donc au Théâtre de Verdure pendant tout le week-end. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaus sur Sud Radio. Comment savoir si on est encore amoureux? Et oui, quels sont les signes qui traduisent le désamour? Réponse dans un instant sur Sud Radio, et bien avec la psychanalyste Sophie Cadanel. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Encore une fois, je l'ai dit. Là, maintenant, c'est fini. Vous allez vous mettre chez vous. Vous allez mettre en piano Yvan Cassard, à la voix Louis Chédid, et vous allez relaxer, parce que c'est le plus important. Avec en noir et blanc. Sud Radio. Parlons vrai.